Je lance officiellement les hostilités. Donc, bon midi, bonjour à toutes et à tous. Donc, François Audet, professeur à l'École des sciences de gestion de l'UQAM et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Ça me fait évidemment extrêmement plaisir de vous voir aussi nombreux. On est particulièrement content et fiers d'avoir un public virtuel, certes, mais quand même tout à fait présent et intéressé à la relève de la recherche sur l'action humanitaire et le développement et l'aide au développement, donc au sens très large. Ça me fait donc d'autant plus plaisir que, comme beaucoup d'entre vous, l'Observatoire, évidemment, a dû s'ajuster dans son agenda des 6 derniers mois. L'activité qui s'amorce aujourd'hui, donc ce webinaire qu'on fait aujourd'hui et les prochains qui viendront dans les prochaines semaines, évidemment, devait avoir lieu au printemps prochain. Évidemment, tout ça a été annulé pour des raisons assez évidentes. Donc, on les reprend maintenant cette semaine et en fait dans les prochaines semaines. Vous dire quelques mots rapides sur l'Observatoire parce que je tiens à le faire étant donné en plus que c'est le lancement de notre conférence annuelle. Donc, l'Observatoire a été créé il y a maintenant plus de 10 ans. Et je crois que cette année, plus que jamais, et vous serez d'accord, pour ceux qui nous ont suivis, je pense que l'Observatoire a été au centre du développement du savoir, des connaissances, de la recherche, mais évidemment aussi beaucoup au niveau du débat public sur les enjeux de la gestion de la crise sanitaire ou de la gestion de crise de manière plus générale, que ce soit ici au Québec ou ailleurs dans le monde. Donc, plus que jamais, je pense, cette année, l'Observatoire a vu je dirais, la nécessité d'exister, a légitimé son existence et ça me fait particulièrement plaisir que cette première conférence, justement, soit avec la relève, justement, de la recherche parce que ce sont les chercheurs, les jeunes chercheurs d'aujourd'hui qui reconstruiront le monde de demain qui est en train de se transformer sous nos yeux. Je dois évidemment tout de suite mentionner que l'événement d'aujourd'hui, celui de ce printemps, et donc aujourd'hui et ceux à venir dans les prochaines semaines, ont lieu grâce au financement du ministère des Relations internationales et du Québec, ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, donc le MRIF. Je vois qu'il y a quelques participants du gouvernement du Québec dans la salle, donc je les salue. Je vous remercie de votre présence et je remercie encore une fois le gouvernement du Québec de votre confiance. C'est extrêmement apprécié. L'Observatoire, c'est aussi donc un vaste réseau, oui, ici ancré au Québec, mais un peu partout dans le monde. Donc, l'Observatoire, pour ceux qui connaissent le monde de l'humanitaire, est membre d'ALNAP, qui est un vaste réseau de recherche et d'organisation humanitaire basée à Londres. L'Observatoire ici à l'UQAM est membre de la chaire en gestion de projet. On est aussi associé à des initiatives très importantes, notamment le Humanitarian Encyclopedia de Genève. On est également membre depuis un certain temps, officieusement, mais officiellement, avec notre partenaire français, donc le groupe URD en France. On a aussi des collaborations avec ceux qui connaissent, donc le projet Sphere et d'autres initiatives académiques, que ce soit à Harvard d'ailleurs ou ailleurs en Europe. Et évidemment, je serais vraiment très mal pris de ne pas le nommer. L'Observatoire est aussi membre de l'Institut d'études internationales de Montréal, que j'ai la chance également de piloter. Je dois aussi faire les remerciements d'usage et je m'excuse de prendre une petite minute supplémentaire, mais je pense qu'au fil des années, et particulièrement ces 6 derniers mois, ont été extrêmement engageants, émotifs pour tout le monde, mais à l'Observatoire en particulier, mais aussi extrêmement rassurants sur la manière dont les chercheurs, les membres et toute je dirais la communauté de recherche d'anciens humanitaires, d'experts en gestion de crise, en santé publique, etc., se sont mis ensemble pour tenter de trouver des solutions, tenter d'essayer de comprendre déjà ce qui se passait et tenter de trouver des solutions. Évidemment, on est loin d'avoir trouvé des solutions, on est d'accord, mais quand même, on y a contribué. Et je tiens tout de suite à remercier les membres de mon comité scientifique
qui ont été extrêmement proches de moi ces derniers mois. Donc, Marie-Pierre Leroux, Caroline Coulombe, Yannick Aymon, Olivier Vizet, qui est le directeur scientifique qui va animer aujourd'hui, donc, et moi-même, donc, qui constituons ce comité scientifique. J'ajouterais aussi, même s'il ne fait pas partie du comité scientifique, mais qui est vraiment dans la garde rapprochée, mon collègue et ami, donc David Morin de l'Université de Sherbrooke également. L'OCA, c'est aussi 40 chercheurs associés. Vous allez en rencontrer quelques-uns aujourd'hui, donc un postdoc que vous allez rencontrer dans quelques minutes, 6 doctorantes et doctorants. Plusieurs d'ailleurs ont été extrêmement actifs dans notre veille COVID qu'on a fait ces 6 derniers mois sur la gestion de crise. Je les nomme rapidement, donc Diane, Valériane, Gauthier, Marie-Claude. Merci beaucoup d'être autour de l'Observatoire et de nous aider à tenter de trouver des solutions à cette situation auquel toute l'humanité fait face. Et aussi, donc, on a donc 34 membres associés du monde de la communauté de pratique, des chercheurs, des professeurs d'ici et d'ailleurs, de partout dans le monde, évidemment, qui constituent ce vaste réseau-là de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Évidemment, j'ai oublié des noms, j'ai oublié des partenaires, j'ai oublié des membres. Je m'en excuse d'emblée, je ne pourrais pas nommer tout le monde, mais sachez que si vous êtes dans la salle, c'est que vous êtes là parce que vous avez des liens avec nous. On est extrêmement content de vous avoir également aussi. Je remercie et laisse la parole tout de suite à Olivier et que j'introduis d'ailleurs comme étant la première relève officielle de l'Observatoire parce que, et je ne crois pas qu'on l'avait fait officiellement dans un événement de l'Observatoire, mais donc Olivier a obtenu son PhD, donc son doctorat en éducation cette année, et donc sous la direction de Patrick Charland et moi-même. Alors, ça veut dire qu'on commence à être vieux prof quand on commence à avoir des collègues profs autour de nous, mais ça me fait extrêmement plaisir de te voir là, Olivier. Et Olivier avait fait sa thèse, pour ceux qui s'en souviennent pas peut-être, donc sur justement les enjeux des curriculums d'éducation dans les camps de réfugiés, notamment donc en Afrique. Alors évidemment, Olivier, qu'on a vu aussi beaucoup ces derniers mois sur les questions d'éducation en situation d'urgence, parce que maintenant, c'est un phénomène qui n'est pas juste dans les camps de réfugiés aujourd'hui. Alors Olivier, je te laisse la parole. Je vous souhaite une excellente conversation et je vous remercie encore à tout le monde d'être dans cette salle virtuelle. Merci. À toi, Olivier. Merci François. D'abord, merci pour les salutations. En fait, tu as fait une partie de mon travail dans la présentation, donc je vais dans ton enthousiasme habituel. Je vais passer un peu plus rapidement. Comme François a déjà présenté un peu les thématiques qui seront abordées aujourd'hui, bien évidemment, on est très content d'avoir 4 panélistes aujourd'hui qui sont tous et toutes de l'ESG à l'UQAM, donc de l'École des sciences de la gestion. On a 3 doctorantes et un post-doctorant qui vont présenter aujourd'hui. Pour ce qui est du déroulement, en fait, je vais vous demander d'écrire vos questions dans le chat, donc dans la section conversation, au fur et à mesure qu'elles viendront. On prendra quelques minutes après chacune des présentations pour répondre aux questions. Donc, avec l'aide de Diane qui est là à la coordination de cet événement-là, on sélectionnera en fait quelques questions que je poserai à nos panélistes pour pouvoir animer la discussion. On a un programme quand même assez chargé. Donc, si vous le voulez bien, je vais d'abord vous présenter la première personne qui vous présentera ses recherches, qui est Alexandre Bédard, en fait, qui est post-doctorant et qui est chercheur à l'Observatoire. Alexandre va nous présenter en fait son projet de recherche postdoctorale qui s'intéresse à des projets d'intervention qui mobilisent les arts vivants dans 2 contextes différents. Un premier au Cambodge avec les gens qui ont connu l'époque du génocide et un deuxième en Grèce avec les populations migrantes qui sont installées là maintenant depuis quelques années. Donc, Alexandre, je t'invite à démarrer ta présentation et puis on pourra prendre des questions tout de suite après. Merci Olivier. Alors merci à tous d'être là, c'est très apprécié. Dans le cadre donc de mon postdoctorat, on a décidé avec mes directeurs que j'allais explorer différents milieux humanitaires. Donc, je vous présente aujourd'hui 2 de ces milieux-là. Il y en a un 3e qui est commencé, donc à Haïti avec l'organisation Campé, mais ça vient de... J'ai une entrevue de fait, donc ça serait un peu prétentieux de dire quoi que ce soit, mais malgré tout, déjà, là, des similitudes et s'installent tranquillement. Donc, voilà pour ça.
Alors, dans le fond, je m'intéresse, moi, aux entreprises, aux petites et moyennes organisations culturelles dans le milieu humanitaire. Après de nombreuses recherches, François a un peu volé mon punch, là. Il y a très peu d'études, il y a très peu d'écrits faits sur ce sujet-là. Pourtant, on sait que l'ONU, par l'entremise de l'UNESCO, cherche à appuyer ces initiatives-là. Donc, on a voulu, je souhaite mieux comprendre quelles sont ces organisations, ces petites et moyennes organisations culturelles dans l'humanitaire qui œuvrent avec l'art et la culture pour aider les populations, notamment issues de différents types de crises, de différents enjeux humanitaires. Donc, c'est un peu le but, c'est un peu la problématique, c'est un peu ce que j'explore là, dans ce postdoctorat-là. Très, très, très rapidement, vous allez voir, ça va aller très vite. L'humanitaire est très vaste et comme je viens de dire, on regarde, c'est difficile de comprendre l'ensemble des organisations issues de l'humanitaire puisqu'elles vont donc dans plusieurs directions. En plus, il y a peu d'études qui font le pont entre les ONG, PMO, les leviers de développement social, économique, citoyen et l'organisation de l'entreprise. Donc, c'est un peu dans l'idée là, de débroussailler tout ça qu'on s'est tourné vers ce type d'entreprise-là. Ceci dit, moi, c'était vraiment l'entrepreneur culturel qui m'interpelle, qui m'intéressait. Moi, je suis issu du milieu des arts et j'enseigne la gestion des arts à l'université là, comme chargé de cours. Donc, l'idée donc, de l'entrepreneur culturel, c'est un concept assez récent qui s'appuie sur l'économie sociale, sur différents types de marchés économiques et surtout sur la créativité. Et en général, les écrits sur l'entrepreneuriat culturel tournent principalement autour de l'entrepreneur. Donc, nous, l'idée, c'était d'aller explorer plutôt les organisations, les entreprises. Donc, c'est une recherche exploratoire, qualitative et abductive où je fais le va-et-vient entre la littérature et le terrain. J'ai commencé, donc, comme je vous disais, des entretiens semi-structurés auprès d'acteurs œuvrant autour des organismes. Le premier, Cambodian Living Arts, au Cambodge. J'ai interviewé 4 membres de l'équipe de direction et j'ai eu la chance, en fait, dans le cadre du projet, avant toute cette mésaventure, à l'automne passé, en fait, au mois de décembre, d'aller au Cambodge, rencontrer les gens de l'organisation et rencontrer des maîtres de musique et de voir à l'œuvre ce que Cambodian Living Arts fait depuis une vingtaine d'années déjà. Donc, c'est extraordinaire. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en parallèle, j'ai eu l'occasion cet été non pas de partir, mais de le faire de manière virtuelle en ligne, rencontrer des gens de El Sistema Greece, qui est donc un organisme qui œuvre, comme l'a très bien dit Olivier, auprès des migrants, des réfugiés, dans les camps de réfugiés. Donc, c'est un peu ce qu'on va regarder. Puis, bon, l'analyse, plutôt selon la théorie ancrée. Puis, on va voir qu'est-ce qui a émergé à date de mes différentes données. D'abord, le Cambodian Living Arts, donc dans le contexte cambodgien, il faut comprendre que ça a une très longue histoire. C'est un très vieux pays, la Grèce aussi, on va le voir tout à l'heure, dans lequel les religions et la culture sont très interreliées ensemble. Les arts ont toujours fait partie des coutumes, des rites et des mœurs au quotidien de ce peuple-là. Évidemment, il y a eu la guerre civile, régime totalitaire, génocide, la prise de possession par le Vietnam, un rétablissement de la monarchie, mais une poursuite de la guerre civile et de tout ça jusqu'en 1999. Donc, c'est vraiment seulement depuis une vingtaine d'années que le pays s'en sort tranquillement, se modernise tranquillement et ils se sont rendus compte à différents niveaux. On s'est rendu compte qu'un besoin de préserver les traditions, la culture, les arts était très important puisque c'est un pays où tout ça est issu de traditions orales. Donc, rien n'est consigné, rien n'est conservé et c'est de maître à élève et du futur élève qui deviendra à son tour maître qu'on transmet tout ça. Et c'est à travers cette problématique-là que le Cambodian Living Arts est né. Cambodian Living Arts est né sous
un entrepreneur, en fait un fondateur, An Champon, qui est né lui-même au Cambodge et qui, lors de la première prise de possession par les Khmers rouges, a eu la chance d'être adopté, d'être ramené aux États-Unis, d'avoir été éduqué dans les grandes écoles, ce qui lui a permis de construire son réseau. C'est un travailleur social à la base et pour lui, ça a toujours été important de retourner et de redonner à son pays. Alors lorsqu'il est retourné dans son pays à la fin des années 90, il a dit, ben voilà, il y a des arts à sauver, il y a la culture à sauver et c'est à ce niveau-là que moi je veux travailler. Cambodian Living Art, donc, va naître à la fin des années 90, au début des années 2000. Le but, je vous dirais, le principal but de Cambodian Living Art au départ, c'est d'utiliser l'art pour reconstruire l'identité. Et ils vont vraiment donc se baser là-dessus. On va donc essayer de retrouver les maîtres survivants à travers la campagne cambodgienne et on va leur trouver, non seulement les retrouver, les aider, les prendre en main, les payer, les nourrir, les vêtir et leur donner un logis, mais on va leur donner des jeunes apprentis. On va leur donner donc des étudiants et ces maîtres-là vont pouvoir transmettre auprès des jeunes leur art. Donc, l'idée est de retrouver l'art et on est vraiment dans l'idée de la transmission, donc pour transmettre la tradition et redonner une certaine identité. Ça va durer à peu près une dizaine d'années. Au début des années 2010, on va faire tranquillement le pont vers ces jeunes apprentis qui sont maintenant des jeunes adultes. Parmi ceux-ci, certains veulent donc devenir à leur tour des maîtres, veulent devenir des artistes aguerris et on va tranquillement leur donner des outils, on va tranquillement les prendre sous notre aile. Donc, Cambodian Living Art va les former, va les guider, va les amener à devenir tranquillement des artistes par eux-mêmes, certains et des gestionnaires même. Donc, on rentre tranquillement dans cette idée d'entrepreneuriat, de leadership et de développement durable de la population. Depuis à peu près 4-5 ans, Cambodian Living Art a été encore plus loin dans ses activités et ils se sont positionnés comme acteurs et instigateurs de changements à la fois culturels et créatifs. Ils se sont mis à former des leaders de différentes institutions pour les sensibiliser à l'art, les sensibiliser à la culture cambodgienne, les sensibiliser à l'importance de propager les arts et la culture au Cambodge. Et ils travaillent en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation. Jusqu'à présent, au Cambodge, l'école était d'une demi-journée. Et ils sont tranquillement, le gouvernement s'est rendu compte que c'était important peut-être d'avoir une éducation complète d'une journée. Donc, ils travaillent, Cambodian Living Art travaille en étroite collaboration avec les ministères pour introduire dans cette autre demi-journée-là des cours réguliers et continus d'art et de culture, notamment traditionnelle, khmer, etc. Donc, on est passé donc de la tradition et d'une recherche de l'identité vers une transition et aujourd'hui, on est vraiment plutôt dans l'expression culturelle et artistique. Aujourd'hui, donc, Cambodian Living Art, c'est plus de 5 programmes qui travaillent autour du développement des arts, de l'éducation et de la culture, un centre du patrimoine, diffuseur d'art et de culture, et au niveau du développement des connaissances, des réseaux et des politiques culturelles. C'est une équipe de plus de 20 personnes qui travaillent sur 2 sites, principalement dans la capitale, et, mon Dieu, ça y est, j'ai un blanc. L'endroit où est-ce qu'il y a des temples, là, ça va me revenir, Siem Reap, donc l'autre grande ville du Cambodge. Lorsque j'entre en contact avec les gens de la Grèce, en fait, donc c'était dans un but de mieux comprendre comment cet organisme-là qui s'appelle El Sistema Greece fonctionnait auprès des réfugiés. Faut comprendre que, bon, la Grèce a elle aussi une très longue histoire, les arts font aussi partie de leur quotidien. La Grèce est la porte d'entrée des réfugiés en Europe depuis, entre autres, plus massivement depuis le milieu
des années 90. Elle s'est jointe à la communauté européenne qui est devenue l'Union européenne et a vécu, donc, bon, vous savez, là, suite à la crise économique de 2008, a été assez lourd et assez profond dans tout leur système. Ceci dit, les fondateurs ne sont pas grecs cette fois-là. Les fondateurs, Anis Barnat et Elisa Soligny, français et italiennes. Donc, eux ont œuvré chacun de leur côté auprès d'institutions humanitaires, entre autres, ont œuvré dans l'humanitaire énormément. Et en fait, c'est M. Barnat qui, après avoir travaillé avec l'organisme El Sistema en Colombie, a découvert cette organisation-là et a trouvé la formule extraordinaire. 2-3 ans plus tard, est en train de travailler auprès des réfugiés dans les camps de réfugiés en Grèce. Va faire, mais mon Dieu, il faut reproduire le système qu'il y avait en Colombie ici, travailler auprès des réfugiés, travailler auprès de cette population-là pour les aider. Et il va contacter donc une collègue avec qui il avait travaillé en Colombie, Madame Soligny, et ensemble, ils vont donc créer El Sistema, donc issu de cet organisme-là, mais en Grèce, qui sont des organismes quand même apparentés sous certains points, mais assez différents. Puis moi, c'est vraiment l'aspect de la Grèce que je vais traiter aujourd'hui. El Sistema est une très, très jeune organisation, hein, a à peine 4-5 ans, mais vous voyez déjà là, ici sur cette diapo-là, tous les endroits, tous les camps et les endroits où El Sistema s'est implanté pour travailler auprès des différentes populations. El Sistema a d'abord commencé auprès des réfugiés, puis tranquillement s'est rendu compte que c'était important et essentiel d'expliquer, en fait, de mixer les populations de jeunes réfugiés avec la population grecque, parce que l'idée, c'est d'amener les gens à s'intégrer, à développer une identité commune, une identité donc plurielle. Et ils ont donc commencé à enseigner à des jeunes défavorisés, mais aussi à des jeunes favorisés, la musique et les arts, et ont mixé tous ces gens-là ensemble pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui, 4-5 ans plus tard, donc El Sistema, qui se produit dans 2 des plus grands espaces culturels en Grèce, 1 à 2 fois par année, avec orchestre et chœur issus de l'ensemble de ces communautés de réfugiés, mais aussi des populations grèces pour les amener à s'intégrer tous ensemble. Aujourd'hui, El Sistema, donc 4 ans plus tard, c'est 4 programmes, donc des leçons privées et de groupe, un orchestre, un chœur et des projets pour adultes. Entre autres, le projet Lullaby, le projet Berceuse, qui est un projet issu du Carnegie Hall à New York, qui met donc en contact un compositeur et une mère réfugiée qui vient tout juste d'accoucher. Qui va, en parlant avec elle de son vécu, de son passé, en lui demandant si elle a des traces, des racines, des chansons issues de chez elle qui sont très fortes. Et le compositeur, donc, à travers tout ça, va composer à la fois les paroles et une musique. Et on interprète ça. Donc, ça a été fait 2 fois à date, en 2018 et en 2019. Et ça permet donc des moments forts et des rencontres extraordinaires. Comme je disais, ça œuvre autour des populations de réfugiés et d'enfants grecs de tous les milieux. Et ils sont une toute petite équipe de 6 personnes. Dans mes constats, qu'est-ce qui émerge de mes données? Bien, d'abord, la première chose, l'art au cœur des racines et de l'identité. Alors, chez les 2 organismes, il y a un besoin de retourner aux racines pour s'ancrer dans une mondialisation grandissante, un besoin de conserver, voire d'adapter et de faire évoluer l'objet culturel qui permet de se retrouver. Et cette idée aussi que l'art permet de se développer, de s'identifier et de s'autonomiser, et notamment de s'intégrer à la société où il se trouve. Pour Cambodian Living Art, une question va quand même demeurer. Comment arriver à se moderniser à travers des traditions? Et curieusement, j'ai trouvé ça intéressant parce que pour El Sistema, ils ont en partie trouvé une réponse. Comme ils enseignent d'emblée l'orchestre et le chœur, on pourrait penser qu'on enseigne la musique dite classique, traditionnelle. Mais pour eux, c'était très important d'aller à la rencontre. Donc, on n'enseigne pas seulement ça, on enseigne aussi le folklore et on se fait un devoir d'aller au-devant
des racines culturelles des différents réfugiés qui sont issus d'une diaspora. Là. On n'est pas uniquement Iran, on n'est pas uniquement Moyen-Orient, on va en Afghanistan, on va au Pakistan et on va un peu partout. Et chacun de ces pays-là, évidemment, a ses propres racines, a ses propres cultures, a ses propres traditions. Et pour El Sistema, c'est très, très important d'aller puiser dans les racines culturelles de chacun, ce qui fait que l'enseignement, il est beaucoup plus vaste, il est beaucoup plus varié. Et il permet à chacun de se retrouver et de s'identifier à travers tout ça. Autre grand constat, la culture et l'art comme outil de développement. Bon, c'est pas nouveau, ça a été quand même étudié par certains, cette reconnaissance de l'art comme un outil. Mais si on va plus loin, ici, dans ces entreprises-là, on cherche à enseigner les arts pour un développement et aussi développer l'identité de la personne, mais la créativité aussi. Lorsqu'on se pose la question « c'est quoi la culture », ben, on se rend compte que c'est quand même un ensemble lié de manière de penser et d'agir et qui constitue donc en fait les personnes et une collectivité particulière et distincte. Pourquoi c'est l'avenir d'utiliser l'art et la culture? Ben, si on se base sur les 4 compétences du 21e siècle, désolé, il y a une faute émise par l'UNESCO, il manque un C. Donc, cette idée d'avoir une pensée critique, de communiquer, de collaborer et surtout de créer et d'innover. Donc, tout ça tourne autour de ça. Dernier constat, où en fait, les ingrédients communs et différents chez l'un et chez l'autre. D'abord, la forme juridique, elle est différente. Pour Cambodian Living Arts, c'est une forme juridique plutôt états-unienne pour se baser sur la fiscalité. An Chan Pong a fondé donc l'organisme aux États-Unis pour permettre d'aller chercher des sous de ce côté-là, alors que pour El Sistema Greece, c'est vraiment plutôt une ONG traditionnelle et qui utilise les fondations privées comme premier bailleur de fonds. Les activités de base pour Cambodian Living Arts, ça a évolué au cours du temps. Aujourd'hui, on est plutôt vers la promotion de l'art et de la culture, alors que pour El Sistema Greece, c'est vraiment l'enseignement de la musique comme activité de base. Mais tout ça, les deux le font dans la même finalité, renforcer l'identité et renforcer le développement individuel et collectif. Tout ça autour d'un leadership fort, rassemblé autour d'une équipe forte dans chacun des deux, même si chez Cambodian Living Arts, on a beaucoup plus nombreux, mais ça a aussi 20 ans de vie. On peut penser qu'El Sistema Greece, dans 20 ans, auront possiblement une plus grande équipe. Et tout ça aussi dans le but, chez les deux, l'important, c'est de gagner en notoriété et en légitimité auprès des instances locales. Pour Cambodian Living Arts, c'est déjà arrivé d'une certaine façon avec la reconnaissance avec le gouvernement. Et pour El Sistema Greece, ça continue tranquillement de se libérer. Donc, c'est sûr qu'en conclusion, la barrière de la langue avec le Cambodge a été quelque chose, mais ça s'est quand même bien déroulé. J'ai réussi à avoir des interprètes, mais ça n'a pas toujours été facile. C'est sûr que la distance aussi n'est pas toujours évidente, là, et de faire mes entretiens à distance avec la Grèce, alors que j'aurais bien aimé rencontrer les gens et vivre avec eux, m'imprégner de ce qu'ils ont vécu. Mais tout ça permet et va continuer de permettre de mieux comprendre les PME culturelles en contexte humanitaire et de mieux comprendre l'humanitaire par la culture. Alors, sur ça, je vous remercie et je vais passer la parole à Olivier pour les questions. Merci Alexandre pour la présentation, très, très intéressant. C'est un domaine assez novateur dans l'action humanitaire, mais aussi en recherche, donc de vraiment souhaiter produire des connaissances sur ces entreprises-là, c'est particulièrement novateur. Puis on est chanceux d'avoir justement 2 personnes qui présenteront des projets qui sont dans des domaines similaires. Moi, j'aurais une question d'abord, mais pour l'instant, il semble pas y avoir de questions dans la conversation, donc on va peut-être réinviter les gens à écrire leurs questions, de ne pas être gênés, à les soumettre. Je suis certain qu'il y en a plein. Mais en attendant, moi, j'en avais une pour toi, Alexandre, le temps que certaines personnes puissent en inscrire quelques-unes. Tu as parlé au Cambodge de l'importance de la tradition orale, de cette transmission-là, du fait que l'organisme était rendu à une 2e génération de maîtres qui étaient en train de se développer puis de prendre en main des initiatives. Je me demandais, est-ce que dans les entretiens que tu as faits ou dans le processus de recherche que tu as établi, est-ce que tu as pu documenter certaines traditions qui se sont perdues ou qui sont
peut-être moins présente que traditionnellement, quelque chose qui aurait pu être un effet causé par le génocide, entre autres. Pour être bien honnête, Olivier, si je reprends la question, si ça s'est perdu comme c'est oral, on ne le sait pas. Dans le sens où ça n'a pas... Le Cambodge est assez grand hein, comme pays, malgré sa petitesse, là, et ça a été fascinant de voir comment dans chaque petit village, dans chaque région, on avait notre particularité culturelle. Ils ont... à un endroit, on est sur, j'ai oublié le terme, mais c'est un chant funéraire, le smog, le chant funéraire issu donc de l'Inde, qui n'est pas tout à fait chanté pareil d'une région à l'autre. Les traditions instrumentales sont pas tout à fait les mêmes. La musique traditionnelle funéraire, la musique traditionnelle de mariage, on est dans des... je dirais dans des paradigmes différents musicalement. Bon, j'ai la chance d'avoir étudié la musique, donc ça, je pouvais vraiment comprendre tout ça. Donc, si on n'a pas retrouvé des maîtres qui étaient capables, ce qui est perdu, là, c'est malheureusement perdu parce que ça a pas été, il y a presque rien qui a été codifié. Donc, automatiquement, si on n'a pas retrouvé des maîtres qui étaient capables de transmettre j'ai envie de dire, des arts plus obscurs, ben, ça veut pas dire que c'est pas encore, ça veut pas dire que c'est complètement éteint, mais ça veut probablement dire qu'il n'y a plus personne pour transmettre ça. Donc, malheureusement, ce qui ne se fait pas est perdu. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je m'intéresse partiellement, tu as répondu, je m'intéressais à peut-être certaines pratiques artistiques qui étaient peut-être davantage perdues que d'autres dans le processus, mais ça répond. Sinon, on a une question du public en fait, qui demandait pourquoi deux organismes qui offrent dans le domaine de la musique, quand on sait qu'il y a d'autres organismes qui utilisent le corps, la danse, entre autres, dans des interventions. J'ai l'impression que tu as donné un petit élément de réponse dans ta réponse précédente là, en disant que tu avais étudié en musique. Il y a peut-être un intérêt particulier du chercheur, mais sinon, as-tu d'autres éléments de réponse? Ben en fait, peut-être pour parler, pour être plus large et contenter Magali, en fait, Cambodian Living Arts, c'est pas juste de la musique, c'est aussi les danses Apsara, donc qui sont traditionnelles au Cambodge, et ils enseignent la transmission de tout ça. C'est aussi des danses de type combat, mais c'est pas du combat, c'est vraiment de la danse. On transmet aussi donc toute cette culture-là. Honnêtement, ça a donné comme ça. C'est des terrains qui me sont, j'ai envie de dire, arrivés dessus. Pendant que j'étais au Cambodge, je vous en ai pas parlé, mais j'ai aussi interviewé des gens de Phare. Phare, c'est un cirque. Et j'ai eu la chance d'assister à un de leurs spectacles. Et c'est du calibre au moins des 7 doigts de la main et au moins du cirque éloise, là, totalement. Et là, je suis avec le corps encore une fois, et c'est vraiment à travers le corps qu'on aide des jeunes de la rue, qu'on aide des jeunes issus de la pauvreté au Cambodge. Donc, je n'ai pas fermé la porte à différents types d'art, c'est juste qu'à date, dans les deux que j'ai présenté, c'est vrai que ça tourne plus autour de la musique, mais l'idée, c'est vraiment les arts et la culture en général, que ce soit l'art vivant, de tout type. Oui, voilà. Merci. On va prendre une dernière question qui est celle de Anne Léhy. Bonjour Anne, ça fait plaisir de te voir, même si c'est sur Zoom. Elle demande à Alexandre s'il y a un rôle, en fait, pour la diaspora cambodgienne dans le recouvrement des traditions dans ce programme-là que l'organisme offre, entre autres. Je sais que le directeur, Plum, est en lien avec la communauté ici à Montréal, cambodgienne. Mais je dirais que pour Cambodian Living Arts, le but, c'est d'aider la communauté locale, la communauté cambodgienne à se reprendre en main et à se redonner son identité culturelle. Je crois qu'ils font affaire avec la diaspora jusqu'à un certain point, mais comme on cherche à redonner une identité culturelle et artistique à travers la tradition, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Je pense que c'est plus tourné autour
des gens. Je sais que le fondateur est encore actif, n'est plus à la tête de l'entreprise, mais il continue, lui, de se promener de village en village à travers le Cambodge et espère toujours rencontrer des maîtres non identifiés qui pourraient eux-mêmes, qu'on pourrait réaider à s'assurer qu'on ne perd pas, que ce soit le chant, la danse, la musique. Pour le fondateur, c'est encore très vivant cet aspect-là de retrouver encore des arts dits perdus. Et ça se fait vraiment, mais ça se fait vraiment au Cambodge. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Mme Léhi, ou en tout cas, voilà. Merci. Alors, merci beaucoup, Alexandre, pour ta présentation. On va passer maintenant à la prochaine présentatrice, qui est Rosemary Santa Gonzalez, qui présentera en anglais. Donc, vous pouvez écrire vos questions en français ou en anglais, peu importe, puis on traduira, on s'assurera de poser les questions. En fait, Rosemary est aussi doctorante à l'ESG, chercheur à l'Observatoire. Elle travaille en fait sur les questions de logistique humanitaire. Donc, c'est un champ de la recherche en humanitaire qui est assez foisonnant, probablement des champs les plus foisonnants dans le domaine des études sur l'action humanitaire. Elle s'intéresse entre autres à un projet lié à des cliniques mobiles. François l'avait mentionné d'entrée de jeu. Et elle utilise une méthodologie de recherche qui est celle de la recherche opérationnelle, qui est, ma foi, très loin de mes connaissances à moi en recherche, mais qui me fascine au plus haut point. Donc, Rosemary, la parole est à toi. Merci, Olivier. So, yes, not to torture you with my French today, since I haven't practiced it in a long while. That's why I'm giving the presentation in English, so I apologize for that. But anyway, today I'm going to give you a little bit, a taste of what exactly I'm working on for my PhD thesis or PhD project. So basically, I'm concentrating, like Olivier said, on mobile clinic deployment for humanitarian relief. And I'm under the direction of Professor Koenig, Cherkesly, they're both from UQAM, and Professor Rancourt, who is from HEC. Basically, I'm going to give you a 411 on what are mobile clinics, the case of POE, which is the NGO we were working with, and a bit of what exactly does it mean to do my research in humanitarian relief using mobile clinics. So first of all, a mobile clinic basically is the way in which we deliver healthcare to places where they either have limited access to healthcare or there's no healthcare facility. And what they do is they put everyone, the medical personnel and the medical equipment, in a vehicle. This vehicle can take many shapes and they come in different sizes. Most commonly, we have them on wheels. So we're used to see them either in trucks or in vans or even in motorcycles. Just to give you an idea, here are a few examples of what a mobile clinic looks like. Some of them, as you can see in the first two images on the left, they are on wheels and they're trucks that are specialized so that patients can actually go in. And one of them, if you look closely, actually is for animals. So the animals or the patients, in my case, we're dealing with people, they can go inside the clinic, receive the healthcare treatment they are seeking, and then continue. But we also have mobile clinics in which everything is set up inside the truck. And when they get to the location, they actually have to use a temporary tent or an abandoned facility to give the healthcare. And they just have their tables and they set up their services from there. Now, just as a kind reminder, they don't necessarily have to be on wheels. They could also be on a boat. They could also be on a plane, on a helicopter, or even in tanks, like they use them in some of the military services. But most commonly, we see them on wheels. So in the case of POE, I maybe went a bit too fast. Agence Internationale, I hope I'm not butchering their name, but they have multiple operations. They deploy mobile clinics around the world, and they were in Iraq. So by the time that ISIS was
in control of most of the territories in Iraq. When the government took back the territories, the healthcare facilities were not operational because people were returning and the doctors and all the system had already fled out of there. So when they go to the villages, this is the state of how things were. So buildings were destroyed and people were just coming back to their homes and their places. In Peru, what they did, they would identify a home in each of the villages where they could set up their tables or their tents and provide the healthcare services, mostly primary healthcare. So here are images from their operations in Iraq, in which, as I mentioned, they used their tables and they actually used to all set up their mobile clinic at the abandoned facility. They would be in contact with the leadership of the village so that they could coordinate on what day they would go to the village. And then by word of mouth, people in the village would know when the service would be provided. Usually they would have network, or the Ministry of Health would tell them, these are the villages that need healthcare, in which you could help them and provide the services for them. And out of those villages, they would have to decide from where are they going to get to that village and which villages they would actually go to. So they would conduct in advance what they call a needs assessment. And in this need assessment, they would check how many people already have a pre-existing condition, what is the general census of the population, how many pregnant ladies do we have, how many chronic diseases, the age of the population. And based on that, they could determine what was the need of the village. And they would give it a score, they would give it a numerical value. And based on that numerical value that took into account the population, the state of the village, they would then decide which villages they would visit. And with the knowledge of the healthcare practitioners and the project manager, they would decide also on the frequency of visits and the days on which they would go and visit these facilities. And this is where we come in as scientists. So what exactly am I doing with operations research and management science? So going back to the fact that they had different locations in the sense of the villages where they could provide the healthcare, and locations in the sense of where could they actually go to that village from, meaning the place that all the medical personnel and the equipment would get on the vehicle so that they could actually go and provide the services for the beneficiaries. And I helped them with mathematical models decide from which depot, that would be the location from where they're going out, they should go out, and which villages should they visit, the order in which they would visit it, and the days on which they were visited, those villages. And the complicated name for this technique would be a multi-period location routing problem. Multi-period in the sense that there are multiple time periods. In the case of Peru, they were multiple days. So they would operate on a daily basis from Monday to Friday. And they would have to decide what they would do on Monday and what they would do on Tuesday, and so on and so forth. But depending on the village I visited on Monday, that would tell me that the next day, I'm not going to go necessarily to the same village. And in practice, they did not repeat a village, so they had to give a rest period of 2 days. So if I went on Monday, I cannot go back to that village until Tuesday, Wednesday, Thursday. So those things I take into consideration, I translate them into math, and with a model, then I can help them decide from which location should I leave to which village I should go to, and when should I go to that village. In addition, given that I already know the position of that village, the geographical information in terms of the coordinates, and I could access what are the roads that will lead me to that village, I can a priori decide
from which people using which road would I go to which village, and if I'm going to another village after that one. So I can also decide how many people will I service at each village, given that the mobile clinic has limited capacity. So they could only service 50 people per mobile clinic, given the standards of the Ministry of Health. So in general, in summary, I propose a solution approach in the sense of using a mathematical model to standardize how they would take these decisions of where am I going to go, who needs it the most, and making sure that efficiently I am maximizing the benefit that I can give to these people that are seeking healthcare. In addition to that, we use the real data from their operations, and in direct collaboration with them, with POE, we could model the characteristics of this system of using mobile clinics for humanitarian relief. And that's something usually in the field of operations research. It's really common to see generated data, but when we get the chance to actually communicate with practitioners, we ensure that that map that I'm writing, you know, behind the curtain actually reflects the reality, and we get to have discussions in which we validate that the assumptions that we're making are actually make sense based on what they see on the field. After our study was done, after we basically played with their data, we could derive managerial insights for them in the sense of how should I use this benefit function of this village has this score, this mathematical number, and it represents what I can provide to those people that are seeking healthcare. We also help them establish what does the number of clinics I have available actually say about my operations, in the sense of if I have one more clinic, how does that impact? If more clinics, does that mean that I can serve more people, or does it mean that I can serve more villages? And interestingly, we help them with the statement and backing up with data, the fact that with 5 mobile clinics, they could service more villages and people than if they had 4 or less, and how adding 1 more clinic would actually help them reach 5 more villages. And these are the types of insights that we can gain with the mathematical models. Also, in addition to that, we help them separate the score from the needs assessment into continuity benefits and coverage benefits, and see how those play and interact with each other. Continuity in the sense of how many times I go back to that village, since some healthcare treatments require more than one visit from the patient into the healthcare system. And also the benefit I can give by coverage, in the sense of just going once, what exactly am I providing? For example, some of the villages did not have access to clean water, and just with one visit, the mobile clinic can do a multi-purpose in a way, and they could also deliver clean, fresh water for the population. At the same time, they were delivering healthcare services, and we help them measure that. And basically, in summary, put simple, that's what I started doing with my PhD project. Now we're moving on to continuing our collaboration, and I'm also interested in verifying that this model also works for mobile clinic deployments from other NGOs. So yes, if you're working or in an NGO or know of someone that has a mobile clinic deployment, I would gladly appreciate it if we get in contact. Also, if we want to connect after this presentation, here's my information. And basically, that's it. I don't know if you have any questions or would like me to go into more details. Merci beaucoup, Rosemary, pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans le public concernant le projet de recherche de Rosemary? Je vous invite encore une fois à inscrire vos questions peut-être dans la conversation. In the meantime,
Rosemary, I have a question for you regarding the multitasking that you were talking at the end. Do you have other example of combination of intervention that mobile clinic can do and can improve their medical, the medical side of the intervention? You mean in the sense of the number of clinics and so on? For example, the one you gave about the clean water that you can bring. Do you have other example of combination of intervention that you can do and that can be effective on health? Mostly, usually for the coverage, it would be things that they could go and deliver, and it could be just a one-time delivery. For starters, if there's any medication that they could leave there that could later be distributed, if there's any equipment as well that they could leave there and later be distributed, and also just the fact of having the option of accessing healthcare is also part of the coverage. Okay, thanks. We have a question about from François, actually, François Audet. He's asking about the fact that if it's possible to replicate your research and your mathematical model in other contexts. Yes, we still haven't tested it for other NGOs in the sense of right now, the model takes into account that there's a number of days that you have to have in between the different visits, but these number of days can be tweaked, so it can be changed depending on the operation. The only thing that HIPIRI has other operations around the world, and from what we have seen, not every operation has a standardized procedure in terms of how they gather or assess the needs in each location. So that's the peculiarity that I want to test with my model on different operations, because not everyone gathers the same data, and not everyone necessarily has a scoring mechanism. But we could still, if we sit and talk with the organization, we could still give, in a way, a number to each of the locations, because every NGO that we have had the opportunity to exchange with, or operation that they have, normally they have a number of villages that have a need, and somehow their medical personnel assesses the needs and decides whether or not they should invest the resources into that village, given the limited amount of resources. So short answer, yes. As long as we can quantify and we can sit with the practitioners, the professionals, and translate that needs assessment into a numerical value so that the model can easily capture it. Great. Thank you again. Merci Rosemary pour ta présentation et pour les questions. On va passer maintenant à notre troisième présentatrice, en fait, qui est Karine Radouel-Stoul. En fait, Karine va nous présenter, elle est doctorante, mais elle va nous présenter les résultats de son mémoire de maîtrise qui en fait état d'un modèle conceptuel qui s'est intéressé au lien entre les interventions artistiques et le fonctionnement des équipes. Donc, Karine, je t'invite à démarrer ta présentation. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, et vous avez accès à l'image. Parfait. Donc, merci pour cette opportunité. Donc, effectivement, je vais vous présenter les résultats de mon travail de maîtrise. Le mémoire a porté sur l'impact de l'intervention artistique sur le fonctionnement d'équipe. Il était dirigé par Caroline Coulombe. Donc, c'est une étude qui a eu lieu dans un contexte organisationnel, mais je vous expliquerai en quoi est-ce que ça a vraiment une importance en fait dans un milieu plus particulier de l'humanitaire.
Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer très rapidement les éléments théoriques qui sont sortis de la revue de littérature. Donc, l'intervention artistique est une forme de renforcement d'équipe. Donc, renforcement d'équipe est décrit de différentes manières, en fait, selon la littérature. Donc, ça va de la composition de l'équipe, de l'attribution des tâches, la fixation des objectifs, à des outils, des contenus, des stratégies. Mais c'est le cadre défini par Lepine en fait qu'on a retenu, puisqu'il il décline en 3 processus. Il se décline en 3 processus: le processus de transition, d'action et le processus interpersonnel. Et c'est à ce niveau-là que se situe l'intervention artistique. Donc, pour mieux comprendre de quoi on parle, on définit le premier concept d'intervention artistique, qui consiste en 3 axes. D'abord, faire pratiquer l'art, puis faire intervenir l'artiste, et enfin se servir des œuvres d'art comme support de réflexion. Donc, c'est vraiment les 3 piliers de l'intervention artistique. Les études ont montré qu'il s'agit d'activités éphémères avec des effets non prédictibles. C'est un outil qui est utilisé à différents niveaux, notamment dans le leadership. Et puis, ça permet d'ouvrir un espace entre le formel et l'informel, donc d'après la littérature existence. Cet interspace est une manière de libérer l'énergie, d'ouvrir le champ des possibles, d'être innovant et puis de remettre en question des choses actées. Et puis, d'autre part, il y a le deuxième concept qui est le fonctionnement d'équipe. Donc là, encore une fois, c'est défini de différentes manières. Donc, on parle de comportement et de conséquences ou de connaissance d'affect, etc. Et puis, finalement, ce qu'on retient en fait comme cadre, encore une fois, c'est celle d'Antal-Estrope, parce que leur étude a été menée plus précisément sur l'intervention artistique. Donc, non seulement ça met en exergue en fait des impacts à différents niveaux, que ce soit le développement personnel ou la collaboration ou d'autres points qui sont observés dans d'autres formes d'intervention, mais également des aspects liés à la manière de travailler, la artful ways of working, et puis le fait de voir mieux et différemment, qui sont un petit peu plus spécifiques à ce type d'intervention. Un autre élément aussi sur lequel on a dû se pencher, c'est la définition de l'art et de l'artiste, parce que on ne parle pas du grand art avec un grand A, et les définitions, encore une fois, sont très diverses en fonction du temps, dans le temps, et puis en fonction des spécialités. Donc ici, on va considérer selon la définition de Marcel Duchamp, qui est artiste, qu'un tableau même abstrait est de l'art dès qu'on accepte de le regarder comme un tableau. Donc là, on parle de tableau, mais c'est un petit peu de manière générale, une œuvre de manière générale. Et puis, Marcel Mauss définit également l'objet d'art comme celui qui est reconnu comme tel par un groupe. Donc, on a une définition assez large de l'art dans le cadre de cette étude-là. Et on s'est également intéressé aux différents courants artistiques existants. Donc, il y en a énormément. Et puis, il y en a certains qui tentent, en fait, les interventions plus communément observées dans ce champ, comme le fauvisme, l'expressionnisme, etc. Quoi qu'il en soit, on a fait intervenir 3 artistes qui faisaient de la pratique d'art-action. Donc, ça se traduit par l'immédiateté de l'intervention, la présence de l'artiste et puis le rôle actif du spectateur. Ces 3 artistes, donc, qui sont Caroté, Infusard et El Gatito Colorao, avaient des influences assez particulières. La première étant spécialisée dans l'action painting, elle a proposé en fait la création de tableaux qui étaient destinés à être disposés au sein de l'entreprise après l'intervention. Et l'action painting, c'est l'expression un peu globale, parce que même si on crée un tableau, tout le corps va s'exprimer en même temps avec des grands gestes, du mouvement presque de l'ordre de la danse. De l'autre côté, Infusard était plutôt orientée vers le fauvisme, puisque elle insiste dans ses présentations. Elle cherche à faire exacerber les sentiments. Donc, on essaie vraiment d'être dans l'expression de ce qu'on a de plus profond de soi. Et enfin, El Gatito Colorao était plutôt dans l'art performance, puisqu'elle a mis en place pour l'occasion une série de performances artistiques éphémères, dont l'objectif était vraiment de pousser les participants à aller au-delà de leurs limites. Donc, le terrain a été composé de 3 mini-terrains, 3 souterrains, 3 cas. Le premier
c'est un service administratif de banque. Et puis les deux autres terrains, c'était des professionnels qui étaient inscrits à un séminaire de gestion de projet à l'UQAM. Donc en tout, on avait 79 participants. Et puis on a observé les éléments, en fait les variables qui ont été identifiées dans la littérature, donc liées à l'affect, la culture de travail, la collaboration et les mécanismes artistiques, mais pas que, puisque on a tenté d'identifier les éléments émergents de la littérature sur le terrain. Ouais. Donc concernant les résultats, on a observé que lorsque une équipe avait un fonctionnement initial normal, c'est là où il y avait le plus d'effets positifs. D'autre part, c'est l'activité, la participation à l'activité qui apporte le plus de bénéfices en termes de motivation, de dynamique, de cohésion, etc. Mais l'interaction avec l'artiste permet d'accentuer encore plus l'amélioration du climat, de la dynamique de travail et puis de l'intégration des mécanismes artistiques. On a aussi observé donc des éléments émergents, notamment le fait d'être capable de se libérer, de se dépasser et de persévérer. Et enfin, on a observé, parce que un de nos terrains en fait nous a permis d'organiser 2 événements successifs dans un laps de temps d'1 mois. On a observé que la deuxième intervention avait moins d'effets que la première. Donc notre conclusion par rapport à l'analyse, c'est que les effets sur une équipe vont varier en fonction de l'historique d'intervention artistique qu'ils auront reçu, et que 2 interventions artistiques auront globalement les mêmes apprentissages. On retient aussi que l'intervention artistique, c'est une intervention qui se distingue des autres types d'accompagnement d'équipe, parce que en fait, on a des éléments sur l'affect, la culture, le comportement et puis la connaissance, la culture de travail, pardon, et puis la connaissance sur beaucoup d'autres types d'accompagnement d'équipe, sauf que l'intervention artistique va développer davantage des éléments liés à l'aptitude. Alors, par aptitude, on entend voir mieux et autrement, faire confiance au processus, être flexible, adaptatif, innover, se dépasser et lâcher prise. Alors, c'est là où le parallèle avec le monde, comment on appelle ça, de l'humanitaire est vraiment important, vu le contexte humanitaire, en fait, où on nous demande voilà, d'être dans des équipes qu'on ne connaît pas encore. On va sur le terrain, on est sous des pressions immenses, et puis c'est ce type d'aptitude-là, même si c'est demandé généralement en organisation traditionnelle, ce sera encore plus utile sur un terrain humanitaire. Concernant les résultats donc globaux, on observe que finalement l'intervention artistique a un effet sur l'ensemble des paramètres. Donc la praxis, surtout, donc sur l'affect, aptitude, culture de travail, comportement, et le mix artiste, praxis et œuvre vont aller booster les bénéfices sur les aptitudes. Donc, en conclusion, c'est là où on comprend que dans un domaine humanitaire, il serait intéressant de mener une recherche-action. Alors, dans 2 axes, selon 2 axes. Le premier étant que on comprend que l'intervention artistique est un dispositif de consolidation d'équipe, qu'elle permet d'améliorer le fonctionnement d'équipe, et au contact de l'article, de l'artiste, l'équipe fonctionne encore mieux. Alors imaginons avant de partir en mission, des collègues qui participeraient à ce type d'intervention pourraient développer les caractéristiques de fonctionnement en fait qui seraient nécessaires à une opérationnalisation très rapide sur le terrain. Et d'autre part, alors là, c'est peut-être en écho aux nouvelles d'Humanitaire qui a été édité par François, donc qui retraçait un petit peu les difficultés personnelles des humanitaires qui revenaient des missions. Cette intervention artistique, elle a un potentiel de libération d'émotions, d'exprimer en fait une partie vraiment très profonde en soi. Et là, on peut faire le parallèle aussi à l'art-thérapie finalement, donc orienter éventuellement des recherches, actions dans ce sens-là, dans les 2 sens, à l'amont et à l'aval d'une intervention comment on appelle ça, d'humanitaire. Voilà, si vous avez des questions.
Merci beaucoup, Karine, pour ta présentation. Très intéressant, puis tout un champ d'intervention et de recherche à défricher, en fait, sur le lien entre les connaissances que tu as produites lors de ta maîtrise et l'action humanitaire. Donc, je vous invite à inscrire vos questions si vous en avez. En attendant, moi, j'avais une question pour toi, mais qui vient aussi de Diane. On se demandait si tu avais l'intention de poursuivre dans les recherches et de tester ces interventions-là dans les contextes d'organisations humanitaires qui se déploient sur le terrain. Donc là, c'est plus des avenues que je propose parce que je trouve vraiment intéressant. Et puis le côté art-thérapie a tout son intérêt parce qu'on voit que c'est des métiers très difficiles. En fait, dès que ça a un lien avec le monde humanitaire, les crises, etc., comme on pourrait le tester aujourd'hui avec les médecins face à la Covid, etc., c'est quelque chose de très utile. Mais pour ma part, c'est une avenue parce que je m'oriente aujourd'hui vers le pont entre la culture et l'environnement. OK. Est-ce qu'il y a des questions dans le public concernant la présentation de Karine? D'accord. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de... On pourra peut-être y revenir à la fin, comme le temps file, puis on avait un programme assez chargé. On pourra peut-être passer à la prochaine présentation, puis entre-temps, s'il y a d'autres questions concernant cette présentation-là, on pourrait y revenir. Donc, je vais inviter Marie-Claude Savard à nous joindre. En fait, Marie-Claude, elle est doctorante aussi à l'ESG, à l'UQAM, mais elle est aussi directrice adjointe de l'Observatoire. Puis aujourd'hui, elle va nous présenter en fait sa recherche doctorale qui porte sur la résistance des ONG du Sud et sur la question excessivement complexe du développement endogène. Donc, c'est à toi, Marie-Claude. Alors, je vais juste activer ça. Donc, merci tout le monde d'être là. Donc, pour les dernières 15 minutes de notre première conférence, on va parler de pouvoir. Donc, vous le savez tous, le milieu du développement international, il est composé de toutes sortes d'acteurs. On a des agences bilatérales, des ONG internationales, des PME artistiques, des ONG locales dans les pays du Sud, des agences multilatérales. Et comme dans plein de sphères, le plus on a d'argent, le plus on a de pouvoir et d'influence. Donc, dans ce milieu-là, dans le milieu de l'aide au développement, ce sont les donateurs, les grandes organisations internationales qui détiennent le plus de pouvoir. Mais c'est pas simplement un pouvoir financier, c'est aussi un pouvoir managérial, c'est-à-dire le pouvoir d'imposer des façons de gérer des projets et de les mettre en œuvre, le pouvoir d'élaborer des stratégies, des politiques de réduction de la pauvreté. Et c'est aussi un pouvoir idéologique, donc d'imposer une vision de c'est quoi la modernité, c'est quoi le standard d'un pays développé que les pays moins développés doivent atteindre. Et donc, qui dit pouvoir va dire aussi résistance. Hein? C'est-à-dire que le pouvoir va toujours engendrer de la résistance. Ça veut dire qu'il faut s'attendre que dans le milieu de l'aide au développement, où il y a toutes sortes de relations de pouvoir, entre les acteurs du Nord et du Sud, qu'il va y avoir de la résistance. Pardon. Donc, moi, ayant travaillé dans le milieu de l'aide au développement avant de faire mon doctorat, ce que j'ai constaté, c'est qu'en dépit de ces relations évidentes de pouvoir, les manifestations explicites et ouvertes de résistance étaient très rares entre les acteurs du Sud et les acteurs du Nord. Alors, j'ai commencé à me poser des questions et ça m'a amené au doctorat à m'entretenir avec des ONG du Sud afin de comprendre comment ça se vit, cette question de pouvoir et de résistance selon leur perspective. Donc, voilà. Donc, étant doctorante en management, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis tournée vers les théories du management qui abordaient la question de résistance. Et ce que j'ai constaté assez rapidement, c'est que les théories sur la résistance en management sont quand même assez limitées. Les théories sur la résistance vont nous présenter la résistance comme un phénomène de dysfonctionnel, quelque chose qu'il faut réduire au sein des organisations ou entre les organisations afin d'optimiser la performance organisationnelle. Donc, c'est la perspective mainstream. Et j'étais pas satisfaite de cette perspective-là, donc je me suis penchée vers d'autres théories.
Donc, je suis allée m'inspirer d'autres disciplines, notamment de la sociologie et de l'anthropologie. Et je suis tombée sur un auteur qui s'appelle Scott, un anthropologue qui a étudié la résistance des paysans en Malaisie, là, qui se sont opposés à une grande réforme agraire dans les années 80 qui incluait de la mécanisation, de la monoculture, la réorganisation des terres, puis un changement monumental d'un mode de vie traditionnel, donc la totale réforme agraire, pilotée par l'État et aussi financée par des acteurs internationaux. Et ce que Scott a constaté dans ce contexte-là, c'est que la résistance, c'est pas toujours quelque chose de grandiose et de noble, c'est pas toujours un grand mouvement social avec des manifestations, surtout quand on est vulnérable, particulièrement quand on est vulnérable et qu'on a beaucoup à perdre. La résistance, c'est quelque chose de beaucoup plus, c'est souvent beaucoup plus subtil que ça. Ça peut s'opérer de façon très, très discrète. Un petit sabotage ici et là, par exemple. Donc, lui, ce qu'il fait dans cet ouvrage-là, c'est qu'il documente toutes sortes de formes de résistance discrètes en Malaisie. Et donc là, moi, je me suis basée sur ça pour essayer de comprendre ce qui se passait dans le milieu de l'aide internationale. Et j'ai constaté, au fur et à mesure que j'ai fait des entretiens avec des ONG du Sud, que, comme Scott, il y a beaucoup de résistance, contrairement à ce que j'avais observé quand je travaillais dans le milieu. Et cette résistance-là, elle prend toutes sortes de formes. Je vous en donne quelques exemples ici. Malheureusement, je ne pourrais pas entrer en détail pour décrire tous ces exemples-là, mais ce qu'on constate, là, c'est que oui, il peut y avoir de la résistance explicite là, quand, par exemple, un acteur du Sud va dire carrément non à une ONG du Nord ou à un bailleur de fonds. Ça, c'est explicite. Hein? Une organisation avec laquelle je travaille, par exemple, avec laquelle je fais de la recherche, a refusé de renouveler un projet financé par la Banque de développement interaméricaine parce que le financement et la vision du bailleur de fonds, tous ces dispositifs managériaux brimaient l'ONG dans son autonomie d'action. Ils trouvaient ça trop contraignant, donc ils ont dit non à du financement. Ça, c'est particulièrement rare. Mais ce qui est plus commun, en fait, c'est de la résistance discrète ou masquée qui est souvent plus difficile à discerner, à identifier. Et souvent, ça prend la forme d'un compromis. Donc, les ONG du Sud vont accepter certains éléments. Ils vont accepter de se plier à certaines volontés du bailleur de fonds en échange pour un financement, mais elles vont parfois modifier légèrement, discrètement, les paramètres du projet. Elles vont modifier le langage. Elles modifient les normes managériales pour ajuster le projet aux réels besoins de l'organisation et des populations desservies par cette organisation-là. Donc, elles font des ajustements au contexte local et ça, donc, essentiellement, c'est une adaptation locale d'un projet étranger. Donc, on peut parler d'une forme d'hybridité. Donc là, on ne parle pas de fraude, on parle simplement d'un compromis qui est souvent de nature idéologique, ce que j'appelle de la conformité subversive. Donc, on remplit les exigences du bailleur de fonds, on va se servir du fameux cadre logique, on rédige des rapports tels que requis, là, on va utiliser le même langage que le donateur pour rassurer le donateur, mais en revanche, on amène des légères modifications au projet sur le terrain. Donc, c'est plus une conformité, on va dire, partielle qui crée un espace pour qu'il y ait de la résistance discrète qui puisse s'opérer en périphérie, de la conformité subversive. Donc, là, j'arrive à ce constat-là après avoir fait des entrevues avec des ONG, puis je suis pas satisfaite, en fait, parce que je suis même pas surprise. J'ai travaillé longtemps dans ce milieu-là, puis ça me surprend pas. C'est d'ailleurs ce que j'avais observé. Donc, dans ma recherche, là, je me pose souvent la question... C'est « so what » et puis ça fait quoi alors? Là? Pourquoi c'est important que les ONG du Sud résistent? Donc, je vous explique. Si on reconnaît que l'aide au développement s'effectue selon une relation contractuelle de sous-traitance, ici au Québec, au Canada, on parle souvent de partenariat, c'est le mot qu'on aime, nos partenaires du Sud, le Partnership Branch d'Affaires mondiales Canada, donc le département de partenariat. Mais la réalité, là, c'est que l'État sous-traite l'aide au développement à des organisations canadiennes ou internationales qui, à leur tour, vont faire de la sous-traitance, ils vont sous-traiter une partie des activités à des organisations du Sud, des organisations locales. Et là, on a une relation contractuelle, on a une relation de sous-traitance qui laisse très peu de place à l'expression de résistance ouverte et explicite. Parce que là, cette relation-là va obliger
les organisations du Sud à masquer les ajustements qu'elles apportent à leur projet. Parce que pour les adapter justement à leur contexte, parce que le souci principal, c'est un souci de conformité contractuelle, c'est un souci de satisfaction des attentes du bailleur de fonds. Et ça, je trouve ça réellement dommage. Parce que, et c'est dommage pour tous les acteurs, parce que des projets entièrement adaptés aux réalités du terrain, il en faut plus. Ça fait longtemps qu'on parle d'appropriation locale, qu'on parle de stratégies qui émergent des populations. Donc, il faut les valoriser. Mais quand ces stratégies-là sont masquées à cause d'une pression de conformité ou à cause qu'on a peur de sanctions, à cause que les ONG du Sud ont peur de perdre leur financement, sont vulnérables, comme les paysans malais documentés dans l'ouvrage de Scott, la résistance, elle est discrète. Les acteurs du Nord ne voient pas ces actes de résistance-là. On n'en parle pas. La résistance, elle est invisible. On se dit, ah oui, tout va bien dans notre partenariat, il n'y a pas de résistance. Là, moi, je me dis que c'est peut-être ça, en fait, la réelle dysfonction. C'est pas la résistance en tant que telle qui est dysfonctionnelle dans la relation entre les organisations, mais c'est plutôt le fait de nier l'existence même de la résistance. Donc, là, encore une fois, pour aller plus loin dans ma réflexion, je dois aller puiser à l'extérieur des théories du management. Et parmi les perspectives postcoloniales, il y en a une qui m'interpelle particulièrement dans l'analyse de la résistance. Et c'est les théories de Homi Bhabha, qui est un auteur indien. Donc, Bhabha, lui, s'intéresse à la rencontre entre le colonisé et le colonisateur. Ce sont des mots qu'on aime. On aime moins. On n'est pas à l'aise avec ces mots-là, mais je vais m'en servir un peu là, pendant 2-3 minutes. Puis justement, la photo là, que je partage avec vous, c'est une photo qui capte un peu cette rencontre-là, mais en même temps, la situation de malaise qu'on peut exprimer quand on parle de colonisés et des colonisateurs. Donc, Bhabha, il s'intéresse à cette rencontre-là, la rencontre qui peut être un espace de rencontre ou une interaction. Donc, par exemple, l'interaction entre le Sénégal et la France ou l'Inde et l'Angleterre. Au Canada, même, on pourrait parler d'interaction entre allochtones et autochtones. Et évidemment, ça s'applique encore aujourd'hui parce que post-colonial, ça ne veut pas dire que la colonisation est terminée. Ça veut dire plutôt, ça se réfère plutôt aux impacts contemporains là, de la colonisation et des effets qui perdurent encore aujourd'hui et qui façonnent les relations entre les pays, entre les individus puis les organisations. Donc, Bhabha, en étudiant cette rencontre entre le colonisé et le colonisateur, constate que le colonisé va déployer des stratégies de négociation de pouvoir à l'intérieur de cette rencontre. La première stratégie qu'il déploie, c'est une stratégie qu'il appelle le minimum. Donc, c'est-à-dire que c'est une adoption partielle, mais jamais parfaite, là, des caractéristiques du colonisateur. Oui, Bhabha, il écrit like white, but not quite. Donc, blanc, mais pas tout à fait. Ce qui est une distorsion identitaire qui va satisfaire le colonisateur puis le rassurer. Comme, par exemple, en Inde coloniale, adopter l'accent british et la tenue vestimentaire européenne en public, mais parler dans sa langue natale dès qu'on arrive dans la sphère privée à la maison. Et là, en tant que colonisé, on maintient un certain pouvoir parce qu'on peut basculer d'une identité à l'autre. Et ça, c'est de la conformité subversive. Puis l'autre stratégie qu'il décrit, en fait, c'est une stratégie qui s'appelle l'hybridité. Donc, l'hybridité, c'est une fusion identitaire qui va créer quelque chose de nouveau, qui inclut des caractéristiques du colonisé et du colonisateur. Donc, l'hybridité, aussi, c'est une forme de résistance. C'est une négociation où on arrive à un compromis au lieu de capituler complètement. Là, au début, le Bhabha percevait ça, l'hybridité, comme étant quelque chose de perdant pour le colonisé, où il renonçait à certains éléments identitaires. Mais éventuellement, là, au fil des années, il a changé de posture parce qu'il a commencé à percevoir l'hybridité comme étant quelque chose de productif. Ça crée quelque chose de nouveau. Donc, c'est une forme de résistance qui est productive.
Alors là, je ramène ça, moi, au rapport des organisations du Nord et du Sud en développement international. Donc, on le sait que c'est un contexte postcolonial. Ça, c'est indéniable. On a des colonisateurs, on a des colonisés, on a de la résistance, on a du mimétisme, on a de l'hybridité. Les adaptations locales des projets dont je parlais tantôt, c'est de l'hybridité où on prend certains éléments du bailleur de fonds, on en rejette certains et on fusionne avec une réalité locale. Voilà, c'est de l'hybridité. Et ça, c'est le produit de la rencontre entre le colonisateur et le colonisé. Et étant donné que c'est productif, là, il y a un processus de création et d'innovation et d'affirmation qui est déclenché. Donc, il faut y porter attention. Il faut arrêter de prétendre que ça n'existe pas. Là. Il faut le fait de pas en parler, ça amène à, selon un auteur qui s'appelle De Souza Santos, ça amène à la création d'un silence ou d'une absence. Ça contribue, le fait de ne pas en parler, ça contribue activement à la non-existence de ces projets-là, ces projets hybrides adaptés au contexte local. Selon cet auteur-là, de Souza Santos, qui est un auteur brésilien, qui s'intéresse à ce qu'il appelle la sociologie des absences. Donc, on le sait, là, en guise de conclusion, parce qu'on commence à manquer de temps, on sait que le monde est encore pauvre en dépit des centaines de milliards de dollars qu'on a consacrés à l'aide au développement au fil des années. On se pose encore la question, mais pourquoi ça marche pas? Et pour moi, c'est peut-être un peu ça la question, là, la réponse en fait à cette question-là. Et alors, ça fait quoi? C'est que pour aborder la question de réduction de la pauvreté, tout en parlant de développement durable ou de bien-être, là, pas juste de modernité à l'occidental, il faut, à mon avis, envisager la possibilité d'une multitude de stratégies, des standards aussi, des standards de bien-être qui sont définis par les populations diverses plutôt qu'imposées par l'Occident. Donc, on parle là de stratégies endogènes là, qui émergent des populations et qui portent des noms aussi autochtones, donc des noms comme Sumakase, ou qui veut dire buen vivir, bien vivre en Amérique du Sud, en Amérique centrale ou en Inde. On parle de Swaraj, une coexistence et une autosuffisance. Ubuntu en Afrique du Sud, qui reconnaît l'interdépendance de la nature et des êtres humains. Donc, tout ça, ce sont des exemples de définitions endogènes de bien-être et de bien vivre avec ces communautés de façon durable qui sont en train d'émerger comme stratégies alternatives au développement. Donc, ce sont essentiellement des stratégies qui font le contraire des grandes stratégies comme les objectifs du développement durable, qui sont universalisantes et homogénéisantes et qui nous présentent des alternatives intéressantes et variées aux problèmes de pauvreté. Alors, je vais finir sur ça parce qu'il est déjà 2 heures. Donc, c'est ça, je pense que tout d'abord, pour conclure, il faut reconnaître l'innovation dans les projets hybrides des acteurs du Sud parce que ça représente d'autres visions et des alternatives. Mais la première étape, c'est reconnaître que la résistance, elle existe dans le milieu, il faut arrêter de la nier et qu'elle n'est pas problématique, cette résistance-là, c'est pas une dysfonction. La résistance, c'est hyper productif, puis à mon avis, elle va nous amener des solutions en matière de réduction de la pauvreté. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc-Claude. Est-ce qu'il y a des questions dans le public concernant la présentation de Marc-Claude? En fait, en attendant, moi j'en ai une aussi, mais je trouve que c'est fascinant. Puis peut-être que d'admettre qu'on est en situation de pouvoir, c'est un bon départ aussi pour développer des nouvelles approches qui pourraient changer les choses. Donc, j'aime bien cette idée de comme un symptôme, en fait, de quelque chose qui est peut-être plus problématique et complexe. Je me demandais, dans ta collecte de données, quand tu essaies de documenter ces formes de résistance-là, est-ce que toi-même subis une forme de résistance? Est-ce que le fait que tu sois une chercheure du Nord, ça puisse avoir un impact dans la façon de documenter ces processus de résistance-là? Ben, tout à fait. Juste, je sais pas si on a le temps pour que je vous raconte une anecdote super rapide, mais la première recherche avec la première organisation avec laquelle j'ai voulu faire de la recherche, la réponse a été carrément non. On m'a dit, vous, les étrangers, vous venez chez nous, vous faites de l'extraction de données, donc on vous donne de l'information, on vous donne vos connaissances, vous repartez avec,
Puis on a rien en retour. Donc, il y a eu une résistance à la recherche. Puis on m'a rappelé mon statut, on m'a rappelé le pouvoir qu'on déploie quand on arrive en tant que chercheur étranger. Donc oui, ça fait partie aussi de la recherche. C'est intéressant. C'est pas facile d'échapper à ces dynamiques-là quand même, qui sont complexes, effectivement. Est-ce que tu songes à... J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Il y a une question de François qui demande quel parallèle faites-vous entre le contexte actuel au Québec, aux États-Unis, et la posture que tu étudies, en fait? Bon, mon directeur de recherche qui me pose une question difficile en live. Merci François. Je suis pas sûre de comprendre la question. Quel parallèle je fais avec les États-Unis, puis... on a une autre question, si tu veux. Ouais. François va prendre la parole. Non, mais je voudrais juste la clarifier. Je m'excuse, je prends la parole. Juste clarifier, c'est évidemment le contexte évidemment du changement ou du changement de posture qu'on a par rapport notamment ici avec les communautés autochtones ou avec évidemment le Black Lives Matter. Est-ce que c'est le même genre de scénario qu'on est en train d'observer au niveau de l'aide internationale que ce changement-là dans les interlocuteurs classiques de l'aide qui se retrouvent un peu à être pris de court ou en tout cas à suivre un courant qui est celui du changement dans les relations de pouvoir? Oui, je pense que on en est de plus en plus conscient. C'est de plus en plus médiatisé. Puis quand je parlais de qu'il faut reconnaître les gestes de résistance, il faut en parler parce que ce sont des témoignages de visions alternatives. Là, je fais un retour sur une perspective qui m'interpelle vraiment. C'est la perspective de pluriversalité. Donc, c'est le contraire d'universalité. C'est la reconnaissance qu'il peut y avoir plusieurs cosmovisions, plusieurs mondes, plusieurs façons de comprendre le monde qui coexistent sans que l'une puisse exercer un contrôle hiérarchique sur les autres. Reconnaître les luttes des populations autochtones pour protéger leur territoire, pour défendre la mère terre contre l'extraction. Ça, c'est une forme, c'est une définition de standard de bien-être avec l'environnement qui a été établi par une population autochtone. Puis il faut la respecter. C'est une alternative. Puis oui, il y a des réponses qui vont aux enjeux climatiques, aux enjeux d'inéquité sociale qui vont émerger de ces visions-là alternatives à la nôtre. On a peut-être le temps pour une dernière question qui vient du public. En fait, puis je pense que Marc-Claude, tu auras une réponse intéressante à donner là-dessus. On demande comment tout ça, ça résonne, en fait, les constats que tu fais avec l'approche Nexus qu'on a ici, qui fait le pont entre l'urgence humanitaire et les perspectives de développement. Comment tout ça, ça résonne avec l'approche Nexus? L'approche Nexus dont l'un des objectifs est de renforcer l'autonomie d'action des... Là, je dis renforcer, puis c'est comme si, encore une fois, on parle d'une perspective du Nord. On parle de transférer le pouvoir, de transférer l'autorité, transférer les prises de décision aux acteurs du Sud. Mais en fait, je pense que il faut arrêter de penser tout le temps de la perspective du Nord. Il faut reconnaître qu'il y a des compétences qui existent déjà sur place. Donc, c'est pas simplement de renforcer les compétences, mais c'est d'aller à la recherche puis de voir, mais quelles sont les connaissances qui existent déjà sur place, particulièrement en gestion de catastrophes naturelles. On a des pays, notamment, je pense au Vanuatu, où j'effectue des recherches, des pays qui sont habitués là, à subir des cyclones, qui en subissent de plus en plus à cause des changements climatiques, mais qui ont des connaissances déjà en matière de gestion, de prévention, de risques. Donc, ça serait d'aller voir qu'est-ce qui existe déjà sur place et d'intégrer ça comme base et veiller à ce que ces savoirs-là soient préservés, soient bonifiés, soient déployés plutôt que d'imposer une vision d'une vision occidentale qui n'est pas tout le temps adaptée au terrain. Donc oui, ça rejoint entièrement la localisation de l'aide, cette approche-là de valorisation des savoirs locaux. Merci beaucoup pour la présentation, puis merci à tous les présentateurs et présentatrices. Je pense que ça donne un 360 degrés du type de recherche assez varié qu'on peut faire à l'Observatoire
autant du côté de l'action humanitaire que du développement. Puis on parlait de relève en recherche. Je pense qu'on a déjà une relève pas mal aguerrie, là. Je pense qu'on pourrait utiliser d'autres termes. Mais merci aussi à tous les membres du public qui étaient là aujourd'hui, assez nombreux quand même sur Zoom pour notre première activité cette année. Bien distancié, mais toujours aussi actif à l'Observatoire en recherche et en réflexion. Donc, merci encore à tout le monde d'avoir été en ligne aujourd'hui. Merci. Et peut-être mentionner, avant de vous laisser partir à tous, mais remercier Olivier et vous mentionner que la prochaine activité donc aura lieu le 29 octobre prochain sur les enjeux de la professionnalisation. Je crois qu'on l'a déjà mentionné, je le répète. Alors, c'est une invitation. On aura plusieurs séminaires, webinaires d'ici Noël comme ça. Alors, on pourra se revoir, se reparler. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir tous. Encore une fois, merci à tous. Merci Olivier pour cette animation. Merci et félicitations à Alex, Rose-Marie, Marie-Claude et Karine. C'était extrêmement intéressant. Je crois qu'effectivement, comme Olivier l'a dit, la relève, pour moi, c'est pas une relève. Et je mentionne d'ailleurs à Marie-Claude l'autre jour. C'est une nécessité d'avoir des jeunes chercheurs qui nous remettent même nous-mêmes, et quand je dis nous-mêmes, ma propre génération, moi, en perspective. Alors, c'est extrêmement apprécié de vous avoir proche de nous. En espérant que vous avez apprécié, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Au revoir.